Bonjour à tous, madame, messieurs, nous sommes mardi, c'est la deuxième édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. La presse est disponible en kiosque ce matin également. Vous aurez l'occasion de parcourir quelques tabloïds. La nouvelle expression parle de crise anglophone. 609 000 enfants privés d'éducation, c'est le grand titre du journal. Pour dire que selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ces enfants risquent de ne pas retourner sur les bancs le 2 septembre 2019, après la fermeture de pratiquement 4437 écoles. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également de naufrage à Limbé. Près de 100 morts dans l'eau. Les passagers du navire qui a chaviré revenaient donc du Nigeria avec plus de 200 passagers, donc dont les commerçants, les étudiants et même les touristes. C'est en page 4 de ce numéro. On parle de lettres ouvertes. Mamadou Mota rompt le silence. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun en détention à Kondengi invite ses camarades et sympathisants du parti à résister jusqu'à la victoire finale. C'est en page 11 et on parle aussi de la pénétrante est de la ville de Douala. Les Chinois font de la résistance alors que la procédure de résiliation du contrat est donc enclenchée. Les Chinois se battent d'ailleurs pour échapper avec la bénédiction du ministre des marchés publics. C'est en page 2 de la nouvelle expression ce matin. Le journal Le Messager, pour sa part, s'intéresse à l'éducation et parle de la rentrée scolaire, de toutes les incertitudes. C'est le grand titre également ce matin. Entre menaces terroristes et à l'extrême nord, crise anglophone dans le nord-ouest et sud-ouest et conjoncture économique qui étrangle les parents. Le retour à l'école est donc hypothétique. Dossier à lire de la page 5 à la page 10. Et puis la FOCACO qui annonce donc un sitting à la primature du côté de Yaoundé. Le journal parle également de l'exploitation minière, la chasse gardée des Chinois et Coréens à l'est du Cameroun, le lit du fleuve KDI dévié au mépris des lois en vigueur. En page 4, on parle également du sport dans ce journal, avec Choupo-Moting, l'indésirable Messi du PSG, moqué hier. Aujourd'hui, le capitaine des Lions indomptables s'est célébré. C'est ce que le journal propose également ce matin. La presse est disponible en kiosque également ce jour. La presse s'intéresse à l'actualité, notamment le journal L'Équation qui en kiosque parle donc de déstabilisation du Cameroun quand la Norvège et la Belgique jouent donc les pyromanes. C'est le journal qui propose ainsi. Tout cela dans le journal en page 2. Et le journal parle également d'autres faits que je vous invite à découvrir dans le numéro de ce matin. Donc tout comme le journal Émergence qui parle de Yaoundé dans le noir, ces fausses promesses du gouvernement à découvrir dans le dossier proposé ce matin, en page 3 précisément. Le journal a d'autres informations parlant de la rentrée scolaire, lutte contre une année blanche chez les démunis, et on parle aussi donc de ces problèmes dans le sud-ouest, donc avec une embarcation qui chavire avec 200 personnes à son bord. C'est dans le journal Émergence ce matin qui a aussi d'autres informations, tout comme le journal Camé Presse qui parle donc de concession au port de Douala, Bonabéry, avec cette bataille au terminal à conteneurs. Tout un dossier à lire ce matin. Le journal donne également la parole au professeur Viviane Biwele pour parler de la décentralisation, parler également du fédéralisme et aussi de la corruption. Ces éléments qui brouillent le fonctionnement du Cameroun en ce moment. Ça a découvert dans le journal Camé Presse. Le journal Le Quotidien de jour parle du nord-ouest et sud-ouest avec l'improbable rentrée scolaire. C'est le grand titre du journal à lire également dans le dossier proposé par le numéro ce matin. Le journal qui parle aussi du Tchad, de la relation entre le Tchad et le Cameroun et les problèmes à résoudre aussi. Ce sont là quelques éléments à découvrir dans le numéro de ce matin. Mutation parle du nord-ouest et sud-ouest. L'école Soularde, donc c'est le titre proposé par le tabloïd pour dire également l'ambiance qui règne dans cette partie du pays avec également des difficultés à la veille de la rentrée scolaire. C'est ce que le journal propose et d'autres informations à lire dans le tabloïd disponible en kiosque ce matin. Le journal Intégration parle donc de la CEAC, CEMAC et bien d'autres structures parlant des nuages d'incertitude sur la rationalisation. Dit-il justement de comprendre ce qui ne va réellement pas, mais le problème est posé dans le journal Intégration ce matin. Tout un dossier parlant aussi du drame, 200 personnes naufragées au large de Bakassi. C'est le journal qui propose ainsi. Toujours dans les kiosques également ce matin, Cameroun Tribune qui parle de rentrée scolaire, les assurances du gouvernement à découvrir dans le journal. Pratiquement 4 membres du gouvernement qui étaient donc réunis pour parler de la rentrée et rassurer les populations pour dire que le 2 septembre prochain, il y aura véritablement rentrée sur l'ensemble du territoire national. Le journal le dit et bien d'autres informations également à lire dans le numéro de ce matin. Le quotidien de l'économie pour sa part parle d'alerte avec l'État en passe donc de perdre la subvention pour la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida.
parce que le Cameroun n'a pas encore payé sa quote-part dans le cadre donc, de cette actualité qui aujourd'hui prévaut en ce moment. Difficile justement de comprendre pourquoi le Cameroun n'arrive pas à se débarrasser également de sa quote-part dans le cadre des activités de cette prise en charge de la tuberculose, le paludisme et bien entendu le sida. C'est ce que le journal propose ce matin. Et le Popoli qui en kiosque parle donc de chasse à Charnay avec contre donc Cho Yaba, qui est donc l'un des acteurs, des instigateurs de ces villes mortes annoncées dans les régions anglophones dès le 2 septembre prochain. C'est dans le journal ce matin. Le journal a d'autres informations aussi. C'est le tabloïd donc satirique. Le journal indépendant parle donc d'autres choses, parlant de la commune de Yaoundé 6e, ce qui a changé en 24 mois. Enquête sur la gestion même de l'exécutif municipal sous Jacques Yoki Onana depuis le 22 août 2017. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal parle également des pillages. Et Yeba ici Henry s'attaque à la bourgeoisie d'État. Selon le journal qui est aussi en kiosque, voilà ce que la presse propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Et sur ce plateau, Casimir Désiré Tagne, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je voudrais entrer par cette autre cacophonie que vient de nous offrir la FECAFOOT. Vous avez suivi avec moi la semaine dernière la suspension de la Ligue de la LFPC que dirige Pierre Semengue. Et alors ce matin, on nous surprend avec une autre histoire rocambolesque avec deux équipes de la division du département du Noun qui sont là pour représenter l'Ouest aux Interpol 2019. Il y a Rizière, d'un côté Rizière du Noun, de l'autre Volcan du Noun. Et c'est une histoire qui ne doit même pas s'expliquer, qui n'a même pas d'explication possible. Et il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir pareille chose. Très bien, merci d'être là également et d'entrer avec cette actualité qui concerne la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Camille Nelly, bonjour. Flavien Malonongo, bonjour. Bonjour Casimir Désiré Tagne, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets. Voyez-vous, la presse s'intéresse spécialement ce matin à la rentrée scolaire dans les régions anglophones. La nouvelle expression qui parle de pratiquement 609 000 enfants privés d'éducation. Et le Messager parle de la rentrée scolaire, de toutes les incertitudes, avec également le titre proposé par Mutation ce matin, pour parler donc de rentrée l'école Soulard. Donc, autant de titres pour qualifier un peu l'ambiance qui règne à quelques jours de la rentrée scolaire. L'ambiance est morose, ça c'est la réalité, la réalité du terrain. Aller dans les marchés, aller dans les foyers, aller au niveau des établissements, même dans les villes comme Douala et Yaoundé, vraiment c'est vraiment d'expectative. Bon, bien évidemment du côté des régions du sud-ouest et du nord-ouest, la situation est encore plus critique. Elle est tout simplement critique parce que les gens sont pris à la gorge par une sorte de psychose invisible, parce que le message est passé, lockdown d'une semaine. Qui a lancé ce message? Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour quel bénéfice? Personne ne sait. Tout le monde sait seulement qu'on a dit que si quelqu'un est dehors pendant une semaine, il va être tué. Bon, maintenant, on peut se poser la question, parce qu'au-delà de tous ceux qui se contentent d'exploiter cette terreur ou de rester tétanisés devant cette terreur, cette psychose qui envahit toutes deux régions entières, on peut se demander, mais au fait, ces gens qui imposent aux gens de rester à leur domicile, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, de menacer la vie des personnes qui seraient dehors, qu'est-ce que ces personnes cherchent exactement? Quelles sont les attentes? Quelles conditions ces personnes posent-elles? On ne voit aucune condition, on ne voit aucune alternative. Il y a juste un mot d'ordre. Or, ce mot d'ordre aujourd'hui fait que depuis 3 ans, les enfants ne vont pas à l'école. Alors, ça veut dire quoi? Doit-on croire que ces terroristes qui, pour la plupart, n'ont pratiquement pas été à l'école? Parce que quand on les regarde au moment de leurs arrestations, au moment où quand on regarde leurs corps qui ont été tués par les militaires, on voit que c'est des jeunes pour la plupart. Alors ces jeunes-là, parce que ces jeunes n'ont pas été à l'école, ils doivent empêcher les autres enfants d'aller à l'école. Et maintenant, quand je regarde aussi de l'autre côté, ces terroristes, eux, qui, soit de la diaspora, soit de l'intérieur, animent, contrôlent ou ont la même mise sur ces ambazoniens. Quel est le message qu'ils lancent? Sont-ils préoccupés par effectivement l'avenir des enfants? Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est l'avenir, ce n'est pas le présent. C'est l'avenir de ces enfants qui depuis 3 ans ne vont pas à l'école. C'est l'avenir de ces enfants qui depuis 3 ans sont complètement déracinés de leur village, de leur ville, de leurs parents, de leur région, de leurs écoles.
c'est l'avenir de l'école elle-même qui est en jeu. Donc, moi, je me pose une question. On a beau philosopher, on a beau constater que l'école, vraiment, la rentrée est hypothétique, elle est problématique. Mais il faut se demander, mais pourquoi tout cela? Donc, aujourd'hui, la situation est sérieusement grave. Parce que quand moi, je vois les gens, des journalistes s'en prendre, par exemple, à des pays étrangers, en disant que ce pays hébergerait des terroristes. D'accord, on va en parler tout à l'heure. C'est à la suite de ce dossier rentrée scolaire. Donc, on peut parler aussi de ces instigateurs qui empêchent notamment ces enfants d'aller à l'école. Il y a Cameroun Tribune qui parle plutôt de rentrée scolaire. Les assurances du gouvernement, les membres du gouvernement sont réunis pour parler, pour rassurer notamment les Camerounais qu'il y aura rentrée le 2 septembre sur l'ensemble du territoire national. Le titre de Cameroun Tribune, Flavien, me surprend un tout petit peu. Parce qu'à côté du titre de Cameroun Tribune, il faut regarder les autres titres. En moment où Cameroun Tribune dit que le gouvernement rassure, il y a le quotidien Le Jour qui titre l'improbable rentrée scolaire. De son côté, Mutation titre l'école soularde. Alors que le Messager démontre que la rentrée, c'est la rentrée de toutes les incertitudes. Voilà donc Cameroun Tribune qui nous surprend. C'est vrai que on va nous dire que Cameroun Tribune a juste fait le compte rendu de la conférence de presse conjointe qui s'est tenue hier entre le ministère de la Communication, le ministère de l'Éducation de base, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur. Moi, je crois que il faut... J'ai l'habitude de dire que la presse est comme un thermomètre. Le thermomètre présente la situation telle qu'elle est. Ça ne sert à rien de chercher à camoufler. Camille Nelé l'a dit, la situation est morose. La situation est tellement difficile qu'on se demande bien où est-ce qu'on est en train d'aller. Et Camille Nelé a bien planté le décor en démontrant que ces terroristes qui empêchent les enfants d'aller à l'école, c'est au bénéfice de qui? C'est pourquoi on a eu des guerres de sécession un peu partout. Même en France, il y a les Casamançais qui menacent depuis des années. On a eu la guerre de Biafra, même aux États-Unis. Mais jamais on a entendu parler de l'école qui a été empêchée aux enfants dans ces pays-là. C'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de choses. Et moi, je demande bien à quelle fin. Vous savez, Flavien, lorsque j'étais à l'université, en première année université de droit, nous avions eu un texte magistral où on disait Marion crie, Marion pleure, Marion veut qu'on la marie. Alors, le nord-ouest et le sud-ouest crient. Les enfants du nord-ouest pleurent. Les enfants du nord-ouest et du sud-ouest ont besoin de voir le père de la nation. Vous savez que dans une maison, lorsque ça ne va pas, lorsque vous n'êtes pas là, ça peut donner n'importe quoi. Mais quand le père est là, le seul fait qu'il se présente et qu'il dise « taisez-vous », ça peut amener les gens à se taire. Donc je dis, il y a une situation réelle. Il n'y a qu'une seule personnalité qui peut arrêter ça. Pas par un coup de bâton magique, mais même seulement par sa présence, sa parole. Sa parole est divine. Sa parole peut sauver des milliers, peut sauver même l'école au Cameroun. Et depuis que nous on crie, lui, cette personnalité-là reste de marbre. C'est comme si rien ne va. Alors que on a vu cette semaine, pratiquement tout le nord-ouest et le sud-ouest qui sont en train de se vider de leur contenu. Et je me demande même, c'est ceux qui veulent leur territoire. Lorsque le nord-ouest et le sud-ouest se seraient vidés, qui est-ce qu'ils vont alors commander? Alors, la rentrée scolaire de toutes les instituts, c'est le Messager qui propose ce titre ce matin pour expliquer également dans un dossier bien fourni, après avoir fait le tour, non seulement à côté de ce qui se passe dans les régions anglophones, et en même temps on parle de ses parents au bord de la crise, des nerfs, Camille Nelé, donc avec de l'argent, qu'ils soient anciens ou nouveaux, vieux ou jeunes, débutants ou encore professionnels, les parents sont toujours là à se plaindre à la veille de la rentrée scolaire. Les parents se plaignent, les enseignants même se plaignent. Les enseignants ne sont pas sûrs de pouvoir être en mesure de prodiguer des cours du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Parce que le sud-ouest et le nord-ouest, ce n'est pas seulement Bouéa et Bamenda, c'est aussi les autres villes. Dans ces autres villes, qu'est-ce qui peut leur donner l'assurance que leur vie ne sera pas en danger? Il y a les enseignants, il y a les écoles elles-mêmes qui ont été complètement vandalisées depuis 3 ans. Maintenant, est-ce qu'on a eu le temps de les retaper? On a eu le temps, parce que généralement à la rentrée, avant la rentrée, les écoles, on désherbe les écoles, on peint les écoles et tout ça. Est-ce que tout cela a été mis en marche? Les parents eux-mêmes ne savent pas si effectivement ces parents ont peur. Le gouvernement, la conférence de presse des 4 ministres hier affichait une ambition. Une ambition certainement d'apaisement, mais une ambition qui tend à vouloir montrer le verre à moitié plein.
pendant que la presse privée parle du verre à moitié vide. Mais moi, je pense qu'au-delà du gouvernement qui affiche son intention, sa volonté de faire démarrer l'école la semaine prochaine, il y a la réalité du terrain qui, elle, demande d'autres assurances. Parce qu'on a beau dire, on va peut-être renforcer le nombre de militaires, de gendarmes, de commandos du côté du nord-ouest, mais laissez-moi dire que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est quand même de vastes espaces où, même si on envoie toute l'armée là-bas, ce ne sera pas facile de maîtriser les choses. Donc, aujourd'hui, il est question de savoir, au fait, parce que là, je m'adresse ici à toutes ces personnes-là qui donnent l'impression de soutenir de façon subliminale M. Sézoko Ektabé. Au fait, pourquoi est-ce que ces sécessionnistes ou ces hommes armés empêchent les enfants d'aller à l'école? Pourquoi est-ce qu'ils demandent aux gens de rester chez eux? Quel est leur objectif? C'est ça le problème aujourd'hui. On a beau dire que oui, les sécessionnistes, mais les sécessionnistes veulent quoi? S'ils veulent toujours la sécession, prendre le sud-ouest et le nord-ouest en faire leur pays, ça veut dire que tous ceux qui sont en train de criailler et de verser des larmes de crocodile après la condamnation de M. Ayuk Tabé se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais s'ils veulent autre chose, qu'ils le disent. Mais parce que dans cette affaire-là, il y a seulement des mots d'ordre qui sont lancés. Il y a la psychose qui est balancée et qui est en train de traîner des esprits et rien d'autre. La terreur. Les gens ont peur de mourir, les gens ont peur pour leurs enfants, les gens ont peur pour eux-mêmes. Donc maintenant, pourquoi? Que faut-il faire exactement? Quand les gens disent le dialogue, quel dialogue avec qui? Le dialogue aujourd'hui, les gens balancent ce mot, dialogue. Ce dialogue contient quoi aujourd'hui pour amener des enfants à aller à l'école à moins d'une semaine? Moi, je pense qu'il faut d'abord interpeller, comme l'ont fait les prélats de Bamenda, je crois, où ils sont adressés non seulement aux hommes en armes, aux populations, et même aux responsables de l'administration et du pouvoir, d'essayer de tout faire pour que les choses marchent. Mais ça va pas être facile. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on pourra effectivement avoir une rentrée opérationnelle le 2, mais nous osons croiser les doigts et nous osons penser que ces gens-là reprendront peut-être leurs esprits en se disant que s'ils veulent sacrifier la jeunesse de ce pays dont ils veulent devenir les maîtres demain, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine avec des gens comme cela. Alors, lorsqu'on fait le tour, en tout cas, on comprend également que les prix des manuels scolaires restent donc inchangés pour cette année. C'est Luc Magloire-Bagatanda qui le rappelle. Il a allégé les dépenses des parents au cours de cette année en organisant cette opération spéciale de vente promotionnelle des fournitures scolaires à Yaoundé et dans d'autres régions également. Dans le dossier proposé par le messager ce matin, fait le tour à côté de la crise anglophone. Également, comment faire pour que les parents aient la possibilité de pouvoir se procurer ces manuels scolaires et fournitures scolaires pour la rentrée. Ça, c'est aussi... Ça, c'est ce qui se passe en zone francophone. Parce qu'il faut le dire sans avoir peur des mots. La rentrée, comme il y a 3 ans, comme il y a déjà 3 ans, va se passer à double vitesse. Il y aura une rentrée du côté du Cameroun francophone et pas de rentrée du tout du côté anglophone. D'ailleurs, du côté francophone, il y a déjà eu la rentrée du personnel administratif hier, lundi. Jeudi, il y aura la rentrée du corps enseignant. Cela ne pose aucun problème. Et lundi, la rentrée des élèves. Mais du côté anglophone, c'est complètement tout ce que les ministres sont en train de faire. Tout ce que vous avez cité, le cas de Mbaga Tangara pour le prix du manuel scolaire. C'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'ils font du côté anglophone? Il faut déjà regarder qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ou alors... Et puis, moi, je crois que la nouvelle expression a fait un travail très exemplaire ce matin en démontrant un peu comment l'UNICEF est en train a fait dans les autres pays. Parce que le Cameroun n'est pas... avec l'affaire de la crise de Boko Haram, qui s'est sévie pratiquement en Afrique centrale, c'est-à-dire dans le bassin du Tchad, à savoir le Niger, le Nigeria, le Cameroun et autres, il y a eu un problème à peu près similaire. Et l'UNICEF a donné quelques pistes de solutions pour résorber ce problème-là. Donc, il faut essayer de voir peut-être de ce côté-là. Le tout n'est pas de se concentrer du côté francophone, donner les prix de livres et tout. Il faut également voir
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de l'autre côté? Oui, mais Casimir Désiré Taïné, vous parlez de l'UNICEF. La proposition de l'UNICEF, moi je la prends comme une sorte de poudre de perlimpinpin. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout simplement que bon voilà, si les enfants ne vont pas à l'école, on va commencer à diffuser les cours par la radio. Le Cameroun, je pense qu'il n'en est pas encore à ce stade où des élèves vont rester chez eux. Il y a des gens qui vont être embauchés, donner des cours par radio pour que les enfants suivent. Non, c'est les recettes de perlimpinpin. Moi je pense que Camille, vous savez bien on dit à défaut de sa mère, on est obligé de têter sa grand-mère. Oui, mais dans le sein de la grand-mère n'ont pas de lait. Ce qui sort, au moins de cela. Mais rien ne sort de là. Et rien du tout. Et l'enfant ne peut même pas grandir. Donc moi, ce que je veux dire, moi j'aime bien ce proverbe, mais il n'y a rien dans les seins de la grand-mère. Donc je veux dire que cette recette-là, bon, elle vaut peut-être ce qu'elle vaut, elle a peut-être été expérimentée ailleurs, mais je pense que le Cameroun n'en est pas encore là. D'accord. Alors, donc on va lire le dossier rentrée scolaire dans la plupart des tabloïds ce matin, parlant de la nouvelle expression qui parle de crise anglophone avec pratiquement 609 000 enfants privés d'éducation. C'est le bilan fait par le journal et bien entendu l'UNICEF. C'est même un chiffre sur lequel il faut un peu qu'on essaie de s'y attarder un peu. Voilà. Parce que il y a 4400 écoles qui sont pratiquement fermées et le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent Serge Tundingoa a confirmé cela. Et ça, ce n'est que sous le sous-système de l'éducation de base. On ne voit même pas l'éducation secondaire ou alors l'enseignement supérieur. Parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a une grande université du côté de Buea. Hier, j'étais avec un parent qui ne savait plus à quel sein se vouer. Parce que son enfant fréquente à l'université de Buea. Il est obligé de chercher les voies et moyens de le faire ramener du côté soit de Douala, soit de Gandé et autres. Pratiquement tous les parents sont dans les mêmes déboires. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Tant au niveau de l'école primaire que de l'enseignement secondaire et même à l'université. Donc, c'est un problème réel. Et je dis, la seule personne capable d'arrêter cela, c'est le chef de l'État, c'est Paul Biya lui-même, qui peut descendre, qui peut improviser des discours ou des interviews, ou alors faire des descentes sur le terrain. Et je dis, j'ai pris l'exemple d'une maison qui est un problème. Lorsque le père dit seulement taisez-vous, l'affaire peut s'arrêter. Alors donc la nouvelle expression qui parle justement de cette crise anglophone avec la rentrée, le dossier rentre également dans le journal Le Messager pour dire entre menaces terroristes à l'extrême nord, crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest et conjoncture économique qui étrangle les parents, le retour à l'école est donc hypothétique. C'est ce que dit Le Messager ce matin. Et on voit bien que dans le quotidien Le Jour, il y a un autre titre aussi parlant du nord-ouest et du sud-ouest, l'improbable rentrée scolaire. Et puis mutation qui parle de l'école soularde dans ce matin. Également, c'est un titre aussi à proposer. Donc, la plupart des tabloïds se sont intéressés ou s'intéressent davantage aux questions de sécurité et autres dans les régions anglophones à la veille de cette rentrée scolaire. La nouvelle expression de ce matin parle d'un de naufrage à Limbé, près de 100 morts dans l'eau, et on voit bien que les passagers du navire qui a chaviré revenaient du Nigeria avec plus de 200 passagers, donc des commerçants, des étudiants et les touristes. C'est un fait divers tragique, c'est un fait divers malheureux, mais c'est un fait divers qui n'est pas une nouveauté. On a souvent vu des bateaux chavirer justement dans l'océan entre le Nigeria et le Cameroun. Et vous savez très bien que les embarcations même qui prennent ces personnes-là ne sont pas souvent très très sécurisées. Et il faut vous dire aussi que ce sont des embarcations surchargées. Que s'est-il passé ? Aux dernières nouvelles, on se dit que c'est parce que la mer était particulièrement houleuse, il y avait un très grand vent et la mer était très houleuse. C'est ça qui a causé le chavirement du navire. Mais toujours est-il que on compte des morts, on continue à chercher des corps, mais ce qui me rassure un peu, ce qui donne du baume au cœur, c'est que les images que l'on a vues des militaires du BIR en train de repêcher des enfants de 7, 8, 9, 10 ans qui ont pu échapper à la mort par noyade, ça donne quand même du baume au cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est peut-être la cause des personnes chargées justement de ce transport fluvial qui doivent surtout se dire que d'abord nous sommes en saison des pluies et que la mer est particulièrement agitée, qu'il faut faire attention. Alors on parle de 200 passagers donc à bord de ce navire et plus de 100 morts déjà à compter selon notamment les sources de la plupart des tabloïds. Oui, mais Camille Léa dit que c'est un fait divers, mais moi je dis
Il y a faits divers et faits divers. Tous les faits divers ne sont pas au même pied d'égalité. Moi, je dis que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui n'est pas très loin de ce que nous avions vécu à Ezeka il y a quelques années. Parce qu'à Ezeka, on avait parlé de 71 morts. Mais ici, on est à plus de 100 morts. Parce qu'on décrit que dans ce navire qui a chaviré au large de Limbe, dimanche autour de 16h, il y avait plus de 200 personnes à l'intérieur. Mais le BIR a pu sauver tout simplement 107 personnes sur 200. Moi, je crois que cette catastrophe est suffisamment costaud pour qu'on passe cela en perte et profit et qu'on dise que c'est un simple fait divers. Je n'ai pas dit que c'est un simple fait, j'ai dit que c'est un fait divers tragique. Parce que tout ce qui est accident, tout ce qui est catastrophe, c'est des faits divers. Et moi je dis que malheureusement, c'est pas la première fois qu'on voit cela. Et les responsables, ce n'est pas comme on a vu par exemple du côté de la catastrophe de DDA, c'est d'abord les personnes elles-mêmes qui sont chargées de cette affaire, qui devaient, tenir compte de l'état de la mer, de la situation, de la météo et surtout de la charge de leur embarcation. C'est pour cela que quand on conjugue tous ces éléments-là, on aboutit à cela. Mais c'est une erreur qui est une erreur humaine, c'est une erreur mécanique, mais elle peut arriver et elle est prévisible. Malheureusement, vous voulez maintenant faire porter la responsabilité de cela à qui? Non, un accident, c'est un accident. C'est un accident. Un malheureux accident. Je dis, tout comme la catastrophe des ECA, où on a débloqué 1 milliard de francs CFA pour l'assistance des personnes ou des familles endeuillées, tout comme les pèlerins qui partaient à la Mecque, alors qu'on sait que quand un pèlerin va à la Mecque, il est suffisamment armé financièrement, il a suffisamment préparé. Mais jusque-là, on a quand même octroyé 1 milliard de francs CFA. Moi, je dis que ce cas mérite également qu'on s'y attarde, que les hautes autorités de l'État s'y attardent et essaient de voir comment est-ce qu'on peut calmer ne serait-ce que les familles qui sont endeuillées et pourquoi pas les familles qui sont en détresse, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui sont sauvées. On a parlé d'environ 107 personnes qui ont été sauvées sur les 200. Nous nous trouvons dans une situation où la République va devenir une sorte d'armée de salut. Chaque fois que les gens... Mais si elle a commencé, oui, la République a des moyens pour cela. Non, mais la République a eu une responsabilité, par exemple, dans l'affaire de la catastrophe des ECA. Oui, la République n'a pas eu de responsabilité dans le transport des pèlerins. Par contre, la République a donné de l'argent qui ne servait absolument à rien à des gens qui étaient suffisamment... Elle a une responsabilité sur les gens qui transportent les gens du Niger au Cameroun de façon informelle. Elle a des responsabilités là-dedans. Vous avez dit, un accident reste un accident. C'est un accident. Alors, donc, on comprend bien qu'on parle de ce naufrage survenu à Limbé, près de 100 morts dans l'eau, et c'est ce que le journal propose ce matin. Plusieurs tabloïds sont revenus sur cette question. Sud-Ouest, donc une embarcation chavire avec 200 personnes à son bord, c'est émergent ce qu'il dit. Bien d'autres journaux aussi. Alors, on va dire autre chose, on va parler d'autre chose avec la nouvelle expression qui parle de la pénétrante est de la ville de Douala. Les Chinois font de la résistance. C'est le titre proposé par le journal, alors que la procédure de résiliation du contrat est donc enclenchée. Les Chinois se battent donc pour échapper à ce phénomène avec la bénédiction du ministre des marchés publics. On aurait dû dire que 2 ministres s'offrent en spectacle au Cameroun. Le ministre des Travaux publics et le ministre des marchés publics. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, Ganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics, était en visite à la pénétrante Est et il a été surpris de voir une entreprise qu'il ne connaissait pas, à qui il a même demandé quelles sont ses expertises, quels sont ses états de service et autres. Et séance tenante, il a décidé de la résiliation du contrat de cette entreprise chinoise. Malheureusement, cette entreprise y est et reste encore jusqu'à ce jour. Rentré à Yaoundé, Ganou Djoumessi a saisi son collègue des marchés publics, qui n'est autre que Ibrahim Talba Mala, le ministre des Travaux publics, pour lui demander l'autorisation pour passer un marché de gré à gré sur la pénétrante Est. Or, vous voyez bien que nos ministres se comportent un peu comme s'ils étaient des amateurs, comme s'ils ne savaient même pas de quoi ils parlent. Parce que pour parler de l'autorisation de résiliation, de faire un marché, de passer un marché de gré à gré, il va falloir déjà avoir résilié le marché, le premier contrat. Et pour résilier le premier contrat, il y a toute une sorte de conditionnalité. On ne se lève pas un matin pour résilier un contrat comme si c'était
un petit chiffon qu'on déchire. Le journal il y a quelques éléments qui rentrent dans le commentaire de la nouvelle expression, je veux dire, le reportage, que l'entreprise chinoise a annoncé l'arrivée des engins au port. Ça fait bientôt un an aujourd'hui, les engins ne sont pas visibles au port. Et on parle également des financements, il n'y a pas d'argent pour cette entreprise pour pouvoir avancer aussi rapidement. C'est la raison pour laquelle les travaux vont au rythme de la torche. Je suis entièrement d'accord, Flavien, je suis entièrement d'accord. Mais les deux ministres, les deux membres du gouvernement n'avaient qu'à soi. Soit ils n'ont pas besoin de bombarder des correspondances qui sont publiées dans les journaux à U et à Dia, alors qu'il les suffisait de tout simplement que les deux s'asseyent sur une table et tirent les conclusions. Et peuvent même faire une réunion avec les responsables du ministère, les responsables de l'entreprise Relais et autres. Ça ne sert à rien de souffrir en spectacle comme ils sont en train de le faire. Il y a des possibilités. Et dans tout ça, ils sont sous la coordination d'un premier ministre qui pouvait leur faire un rappel à l'ordre, leur dire que je n'ai pas besoin de ce genre de spectacle. Très bien. Alors, c'est un véritable problème encore. On parle toujours de la pénétrante est de la ville de Douala avec ces Chinois qui font de la résistance. On voit également que le sujet est traité dans la nouvelle expression ce matin. Je vous invite d'ailleurs à parcourir en page 2. Et autre chose, on va s'intéresser au journal L'Équation. Quand la Norvège et la Belgique jouent donc les pyromanes, c'est à la suite de tout ce qu'on observe également sur le terrain dans les régions anglophones. On peut revenir dessus pour évoquer ces éléments proposés par l'Équation et bien d'autres tabloïds, parce que c'est depuis hier que la presse en parle. Oui, moi j'ai du mal à contenir mon inconfort devant ces types de journaux qui sont en train de procéder à des vociférations, pour moi que je considère comme tout simplement improductive. Parce que si messieurs Ayabacho, Marc Barita ou tous les autres identifiés, parce que tous les extrémistes identifiés tous les extrémistes de l'Amazonie qui sont disséminés à travers le monde, et même ceux qui vivent aux États-Unis avec une green card sont identifiés. Je ne vois pas pourquoi on peut estimer que la Norvège protégerait Ayabacho ou que la Belgique protégerait tel autre terroriste. Moi, je pense que ces individus qui vivent dans ces pays, certainement en se présentant comme des réfugiés politiques, ayant obtenu certainement des cartes de séjour, mais ces personnes ne sont pas forcément protégées par ces pays. Moi, je pense que la presse devrait prendre un peu plus de soin à avoir les yeux dans les trous et non balancer des informations comme celle. Moi, je pense que c'est une affaire qui peut se régler sur le plan diplomatique et pas dans les journaux. Et regardez, j'ai vu par exemple un article dans un journal où on a vu un élève écrit au Premier ministre, attendez, l'élève là, il est même en quelle classe? Donc, moi, je pense que ce genre de choses, la situation est assez grave. Le cas de ces personnes qui excitent des terroristes à massacrer des enfants pour des écoles et qui vivent tranquillement à l'étranger. Moi, je pense qu'il y a d'autres manières. Ça a été réglé comme ça a été réglé au Nigeria avec le Nigeria, qui a identifié, qui a aidé le Cameroun à leur mettre la main dessus. Mais on n'a pas besoin de prendre des élèves qui vont écrire au Premier ministre de Norvège, bien des journaux qui vont dire que tel pays protégerait. Non, je pense que c'est un faux procès. C'est un faux procès. Le rôle de la presse, ce n'est pas de dire que la Belgique protégerait tel, mais que tel vit en Belgique tranquillement et peut-être même faire une enquête et même rendre compte de son mode de vie là-bas plutôt que d'indexer un pays qui n'a rien à voir avec... Le Nigeria peut faire comme... Je voudrais dire la Belgique peut faire comme le Nigeria, ça dépend des accords. Ça dépend des accords, ça dépend des accords, ça dépend même de la vitalité de la diplomatie camerounaise. D'accord. Alors, donc, la nouvelle expression parle également de cette lettre ouverte, Mamadou Mota, qui rompt le silence. C'est le premier vice-président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui depuis Kondengui invite d'ailleurs ses camarades et sympathisants de cette formation politique à résister jusqu'à la victoire finale. Moi, je crois que l'heure devrait être à l'apaisement et non à tirer sur la corde. La lettre de Mamadou Mota, où il appelle à la résistance de ses militants, moi je crois que c'est une lettre qui est très mal arrivée, surtout à ce moment où dans le Cameroun ça brûle de gauche à droite. L'attitude d'un prisonnier peut amener les juges à avoir des circonstances atténuantes ou alors à lui accorder des excuses atténuantes. Tel n'est pas le cas de Mamadou Mota. Il vient encore d'enflammer la toile avec cette lettre-là. Une lettre que je dis pratiquement qui est arrivée, une malencontreuse lettre qui est arrivée à un très mauvais moment. Et moi je dis, il ne faudrait pas que cet exemple-là soit suivi par qui que ce soit. Il faudrait même ça peut être une mobilisation des troupes aussi. Il faudrait même que les militants du MRC essaient de tirer
de juger le pour et le contre de certaines actions avant de la poser. Parce que c'est pas à ce moment qu'il faut encore faire de la résistance. Ou alors il se comporte comme s'il était en territoire de la terre brûlée. Vous savez, la politique de la terre brûlée, lorsqu'on veut que tout se gâte, on pratique la politique de la terre brûlée. Alors, donc, Camille Nélé, cette lettre, c'est un rappel, simplement, dire aux militants, ne vous gênez pas, il faut rester debout. Vous savez, j'ai toujours pensé que Mamadou Mouta a tout fait pour se présenter comme un homme de poigne, un homme fort, un homme virulent, beaucoup plus virulent que Maurice Kamto, parce que les propos tenus par Mamadou Mouta depuis qu'il a été nommé vice-président du MRC, même Maurice Kamto n'a jamais été jusque-là. Jamais été. Il faut peut-être croire que les gens qui sont les adjoints de Maurice Kamto, bon, ils ont peut-être la mission de dire ce qui peut peut-être être conçu à l'intérieur du MRC, parce que même l'actuel deuxième vice-président, comment il s'appelle, Madame Noir, c'est Noir, je pense. Elle a aussi une dialectique assez violente. Mamadou Mouta, moi je pense que bon, c'est sa façon peut-être à lui d'exister et de faire comprendre aux gens que le MRC a des hommes de poing. Mais ce n'est pas de cette bannière-là. Bon, quand il parle de la victoire finale c'est quoi? La victoire finale c'est de prendre le pouvoir? Non, moi je pense que c'est pas comme ça. L'élection est passée. Maintenant nous en sommes à la phase judiciaire. Il faudrait plutôt que les gens comprennent au fait pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le MRC puisse valablement participer à la construction du Cameroun. On n'est pas dans une sorte et non de nous embarquer dans une sorte de cavalcade révolutionnaire qui va tout simplement. C'est une lettre qui remobilise en tout cas les troupes. Donc c'est le chef de troupes qui appelle à l'ordre, donc à la mobilisation. Qui appelle ces troupes? Alors donc on peut lire l'article également dans le journal, la nouvelle expression en page 11 précisément. Je vous laisse le soin de parcourir les tabloïds qui sont disponibles dans les kiosques aujourd'hui. Nous sommes donc le deuxième jour de la semaine. Je vous souhaite un bon retour à vos différentes rédactions, chers messieurs. Et demain, ce sera la 3e édition de la semaine. Ce sera une autre édition de la Revue des Grandes Unes. Bonne journée à tous.